Et nous ouvrons ici les portes du monde avec les clés du monde, bien évidemment. C'est avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour Loris, bonjour à tous. Alors, alternance politique en vue à Cuba, fin de règne pour les Castro. Vous vous interrogez, James William Baguidi. Je vous reviens. 10 ans après son accession au pouvoir, Raúl, frère de Fidel Castro, s'apprête à passer la main. Le castrisme entame ainsi une relève générationnelle avec le choix porté sur Miguel Díaz-Canel, qui devrait logiquement être désigné par les délégués du Parti communiste pour succéder à ceux qui, depuis 1959, structurent à eux tous la vie, à eux seuls, bien évidemment, la vie de toute une nation. Pourtant, le castrisme est-il en voie de disparition? C'est en fait la principale question. Mais pour disséquer la principale, nous allons commencer, James William Baguidi, par une toute première. Alors, pourquoi Raúl Castro a-t-il décidé de quitter le pouvoir? Merci Loris. Raúl Castro a maintenant 87 ans, en tout cas il a bientôt 87 ans. Et il marche sur les traces de son grand frère Fidel Castro. Vous savez, les deux hommes sont les porteurs de cette révolution qui, depuis 1959, a pris donc le pouvoir des mains de Fulgencio Batista, un dictateur qui était alors soutenu par les États-Unis d'Amérique. Depuis, Cuba a été, vous l'avez dit, structuré, la vie politique à Cuba a été structurée par les deux hommes. À partir d'un moment, quand il a senti le poids de l'âge commencer à peser véritablement sur lui, c'était en 2008. Fidel Castro lui-même a passé la main à son frère Raúl et il a quitté le pouvoir. Fidel Castro était un grand partisan, un communiste, grand partisan donc de l'Union soviétique à l'époque, Union soviétique qui l'a protégé contre les États-Unis d'Amérique. Et Fidel Castro a vraiment tenu tête à l'Amérique pendant un long moment. Et on pensait de lui que c'était un dictateur qui ne quitterait le pouvoir qu'avec la mort. Et donc en 2008, Fidel Castro surprend tout son petit monde en décidant de passer la main. Mais cette fois, en tout cas, il avait passé la main à son frère, à son jeune frère Raúl, qui à son tour, 10 ans après, c'est-à-dire après avoir été reconduit une fois par les délégués du Parti communiste cubain, décide maintenant à son tour de passer la main et de passer la main à une nouvelle personnalité parce que le poids de l'âge le frappe, comme je l'ai déjà dit, 87 ans, mais également la nécessité de continuer à réformer le pays lui apparaît nécessaire parce que depuis qu'il est au pouvoir, il faut avouer que Raúl Castro a entamé de nombreuses actions qui sont dans la dynamique d'un changement qu'on n'aurait certainement pas pensé possible si Fidel Castro était resté ou si les relations tendues qu'il y avait toujours eu avec les États-Unis étaient demeurées les mêmes. On sait très bien que c'est sous lui, Raúl Castro, que le président Barack Obama a accepté de détendre la situation entre les deux pays et s'est même rendu sur place. On le voit ici, le président Barack Obama a été accueilli en grande pompe à Cuba et cette décrispation des relations fait partie des points forts du régime, du règne de Raúl Castro. Malheureusement, depuis quelques mois, disons depuis un peu moins d'un an, ou sinon un peu plus d'un an maintenant, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis rebat les cartes puisque ce dernier considère que Cuba n'est pas un État démocratique. Et le président Raúl donc passe à son tour la main pour donner plus de chance aux réformes qu'il entendait et qu'il entend engager, dans lesquelles il entend engager son pays. Donc je comprends avec vous, James William Baguidi, que la relève prendra bien corps. Maintenant, qui est celui à qui on compte confier la maison? Qui est Miguel Díaz-Canel? Alors Miguel Díaz-Canel est un membre du Parti communiste comme je dirais tous les Cubains, puisque c'est le parti unique dans le pays. Miguel Díaz-Canel est de la ville de Santa Clara. C'est une ville dans laquelle il est issu d'une famille plutôt modeste. Il a vécu de façon
plutôt sobre sa jeunesse, mais c'est un ingénieur informaticien. Il est né en 1900. En tout cas, il est né après la révolution de 1959. Il a maintenant environ 58 ans. Il arrive au pouvoir, il succède au Castro, au frère Castro, dans un État où il n'a ni participé à la révolution, il n'est pas non plus militaire, alors que généralement, ce sont ces grands apparatchiks du système qui, autour des Castro, ont géré le pouvoir. Et on s'attendait à ce que ce soit un général ou bien en tout cas un des fidèles compagnons de l'époque de la révolution, parmi ceux qui étaient encore jeunes à cette époque-là et qui seraient en mesure de diriger encore aujourd'hui, que l'on allait retrouver le nouveau président. Mais Raúl Castro a préféré, en tout cas Raúl Castro et le Parti communiste ont préféré porter le choix sur Miguel Díaz-Canel, qui a l'air plus consensuel, qui également apparaît comme quelqu'un qui peut apporter, en tout cas amener les réformes que Raúl Castro, doit poursuivre les réformes que Raúl Castro a entamées pendant que lui-même était encore au pouvoir. Díaz-Canel a également l'avantage d'avoir étudié, d'avoir été un étudiant très brillant. Il a dirigé le Parti communiste au niveau local dans sa ville de Santa Clara, et puis il est passé au niveau national. Il a gravi les échelons petit à petit. C'est un homme plutôt réservé. On le dit un peu réformateur, en tout cas, il a... Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Où le situez-vous? Serait-il un castriste extrémiste ou modéré? Je pense que tous les Cubains, tous ceux qui ont gravité, tous ceux qui gravitent autour du pouvoir sont obligés de montrer le visage du castrisme et de la fidélité au castrisme. C'est le cas également de Miguel Díaz-Canel. Nous allons savoir dans les prochains mois, dans les prochaines années surtout, si Díaz-Canel est en mesure de rompre avec le castrisme ou s'il va poursuivre le castrisme. Ce qui est certain, il y a comme une continuité. En tout cas, lui-même, dans ses expressions publiques récentes, a parlé de la nécessité de la continuité des relations, en tout cas de la gouvernance castriste du pays. Il se positionne également comme un anti-impérialiste, c'est-à-dire qu'il voit mal, voit de mauvais œil l'attitude va-t-en-guerre des États-Unis d'Amérique qui critiquent à n'en point fini la gouvernance à Cuba. Et puis il conteste le fait que cette centaine de prisonniers que Amnesty International qualifie de prisonniers politiques en soient véritablement. Il estime que ce sont des détenus de droit public qui ont atterri en prison pour avoir donc commis des actes contre le régime. Maintenant, tout cela n'exclut pas le fait que Miguel Díaz-Canel est un réformiste quand même dans l'âme. On le voit également comme un homme proche du peuple. Par exemple, à une certaine période, il est dit dans sa biographie qu'il était de ceux qui, plutôt que de profiter des avantages du système, se rendaient au service à vélo parce qu'il y avait une crise du pétrole. La plupart des citoyens devaient rationaliser ou étaient rationnés dans le domaine du pétrole, de carburant. En tant que chef du parti dans sa localité, il avait droit à tous les avantages, mais il a décidé, à cette époque-là, ce n'est qu'une anecdote, de laisser sa voiture, la date de fabrication soviétique, pour se rendre au service à vélo, ce qui le ramenait un peu comme proche du peuple. Et donc, il apparaît comme étant quelqu'un ce qui on peut compter, ce qui en tout cas les Cubains peuvent compter pour entamer cette révolution. Mais en même temps, pour entamer non pas révolution, mais pour entamer cette réforme. Mais en même temps, il y a ceux qui décrient son attitude, ceux qui le considèrent comme un hypocrite, ceux qui considèrent que sa proximité avec le gouvernement, avec les Castro, est une tâche dans son histoire et que donc il n'aura pas les coudées franches pour conduire ce pays vers une démocratie réelle. Alors, James, l'alternance ici n'est pas vraiment démocratique, mais que peut apporter ce dauphin, Miguel Díaz-Canel, à Cuba? Ce que Miguel Díaz-Canel peut apporter ne sera apporté que
quand Miguel Díaz-Canel aura vraiment les mains libres. Vous savez, avec l'alternance qui est en train de se dérouler, les Castro gardent encore la main. En tout cas, Raúl Castro garde encore la main sur le Parti communiste pour au minimum 3 ans. Il restera donc le premier secrétaire du Parti communiste jusqu'en 2021 à l'occasion du prochain congrès. En ce moment-là, il serait à 89-90 ans, l'âge à peu près auquel son grand frère est décédé. Je ne le souhaite pas de passer l'arme à gauche en ce moment-là, mais il serait probablement déjà beaucoup affaibli. Et il faut également regarder un exemple qui se déroule sur le continent africain, c'est celui de l'État de l'Angola. Vous savez, depuis que le nouveau président angolais a pris les rênes du pouvoir, son prédécesseur est demeuré chef du parti du MPLA, mais ça ne l'a pas empêché de se mettre à démanteler progressivement l'empire économique, l'empire politique que le président Dos Santos avait construit en Angola. Et on peut peut-être attendre de Miguel Díaz-Canel, en tout cas ses partisans estiment, ceux qui l'apprécient le plus estiment qu'il joue un peu aujourd'hui la comédie avec le régime pour que quand il sera véritablement installé au pouvoir, il puisse sortir les éléments nécessaires pour mener le pays vers les réformes. Et il y a un élément qui joue en sa faveur. Il a été un des rares dirigeants en Afrique, en Amérique latine, à prôner la naissance d'un centre LBGT, c'est-à-dire il a promu la liberté des lesbiennes, gays, etc. Ce n'est pas peut-être une valeur. En Afrique, nous sommes bien d'accord dessus. Il y a beaucoup de débats. Je ne prends pas position, mais quand même, c'est le genre d'individu que l'on aperçoit et que l'on perçoit facilement comme un réformateur, quelqu'un qui peut conduire ces réformes-là. Et donc, voilà autant de choses qu'il peut apporter à Cuba. Et puis, on va le juger surtout sur ses résultats économiques parce que depuis que les relations se sont un peu détendu avec les États-Unis et que le pays s'est ouvert au tourisme, son produit intérieur brut a doublé, mais il n'y a pas encore de redistribution. Et aujourd'hui, avec la détérioration nouvelle des rapports avec les États-Unis, la situation économique se complique et on attend donc de Miguel Díaz-Canel qu'il soit en mesure de restaurer la situation économique de Cuba. Alors, James, pour autant, allons-nous ainsi vers la fin du castrisme? C'est possible. Ce n'est pas dit d'avance, mais c'est possible. Vous savez, la génération des castristes les plus durs, cette génération est dans une phase descendante. Et ils sont au pouvoir depuis 1959. Miguel Díaz-Canel fait partie de ceux qui sont nés après la révolution et donc il accède aujourd'hui au pouvoir. Beaucoup de gens de sa génération veulent du changement, veulent plus de liberté et il va peut-être donner suite à ces demandes-là. Mais en même temps, il faut noter que les castristes ne sont pas pour autant sur le déclin, parce que comme je l'ai dit, non seulement Raúl Castro garde la main sur le Parti communiste jusqu'au moins en 2021, mais en même temps l'administration est composée très largement de fidèles des castristes ou de castristes, et puis c'est peut-être en ce moment-là que le rôle fondateur, le rôle fondamental, je veux dire, de Miguel Díaz-Canel va s'instaurer, c'est-à-dire montrer une nouvelle voie et amener les Cubains, amener l'administration, amener l'armée et consorts à suivre son modèle, son nouveau modèle qui pourrait conduire Cuba vers un peu plus de liberté. En tout cas, il a par le passé déjà critiqué des pratiques du régime quand il était encore à un niveau moindre du pouvoir. Quand il a commencé à monter, il ne parlait plus beaucoup parce qu'il a vu comment d'autres dauphins, parce qu'il n'est pas le premier dauphin, hein, il y a eu d'autres dauphins qui, par leurs expressions, par leur attitude un peu maladroite, ont fini par être démis, éjectés et parfois même jetés en prison. Et dans son cas particulier, il a joué le jeu jusqu'au bout. Nous espérons que ce n'était pas une reconversion, mais plutôt une façon donc de montrer un visage nécessaire pour accéder aux plus hautes fonctions. Et on verra donc dans les prochaines années ce qu'il apporte de nouveau pour l'île de Cuba. Mais le castrisme ne va pas disparaître du jour au lendemain, je ne suis pas vraiment sûr. Même s'il devait disparaître un jour, il y a de nombreux livres qui vont encore conserver cette histoire. Et cela vous étonnerait, bien évidemment, hein, que cette succession à Cuba laisse indifférent Donald Trump.
Non, Donald Trump ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe à Cuba. Donald Trump a réagi rapidement, par la voix de son porte-parole de la Maison-Blanche. Il considère qu'il ne s'agit pas d'une élection démocratique, donc rien de nouveau sous le soleil. Il estime que ce passage de témoin, il n'est pas indifférent. C'est pas indifférent, mais il estime que comme ce n'est pas démocratique, ça ne lui suscite aucun enthousiasme particulier. Et naturellement, le président américain fait pression sur Cuba, que ce soit de façon ostensible ou de façon tacite, fait des pressions sur Cuba et on verra comment Miguel Díaz-Canel va réagir. Mais pour le moment, le propos de Miguel Díaz-Canel, c'est de condamner les velléités agressives, impérialistes des États-Unis d'Amérique. C'est aussi une façon de plaire au Parti communiste et d'arriver au pouvoir à Cuba. Merci James William Baguidi.